Qui va là? Halte là! Halte là où je tire! Enfin, monsieur White, vous venez d'entendre le factionnaire. Il a parfaitement vu il y a un quart d'heure une ombre qui se glissait dans la cour et qui sortait de ce couloir. Mais mon colonel, ce couloir mène à mon laboratoire de recherche où il est impossible de voler quoi que ce soit. Notre coffre-fort est du tout dernier modèle. Il est absolument inviolable. Mais tenez, la porte du laboratoire a été forcée. Eh bien, elle l'aura été en pure perte. Entrez, vous verrez bien. Oh, le coffre-fort. Regardez. Il est ouvert. Vous voyez que j'avais raison. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a volé? Le G704. Le G704 a disparu. Le gaz explosif? Votre dernière invention? Oui. Il était au point? Depuis 3 jours. C'est épouvantable. J'en avais compressé une certaine quantité à l'intérieur d'un tube grand comme une bouteille de whisky. Et j'avais mis le tout dans une cassette en acier. La cassette a disparu. Elle était fermée à clé? La serrure est à combinaison secrète. Ah, vous me rassurez. Mais si on laisse tomber la boîte, il y a de quoi faire sauter tout le quartier. Les voleurs le savent certainement. Est-on jamais sûr de rien? En tout cas, c'est la catastrophe. Ce gaz devait assurer aux États-Unis la suprématie en cas de guerre. Si nos ennemis arrivent à reconstituer la formule, voilà annihiler 3 ans d'efforts et des millions de dollars. Il n'y a qu'une seule solution. Retrouver la cassette. Quelle dimension a-t-elle? Celle d'une boîte à chaussures. Il n'y a pas une seconde à perdre. Venez, nous allons appeler le ministère. Vite! C'est Jack Carter qui vous parle. C'était à New York, en juillet 1905. Le plus grand secret fut gardé sur ce vol. On mobilisa les services du contre-espionnage, la police fut alertée, Nick Carter lui-même dut, toute affaire cessante, étudier le problème et se mettre en campagne. 12 heures plus tard, c'est-à-dire à midi, bien qu'une prime de 200 000 $ eût été promise, le voleur et la cassette explosive n'avaient pas encore été retrouvés. La mauvaise humeur régnait dans les hautes sphères et se répercutait à tous les échelons. C'est dire que le policeman Collins n'était pas disposé à l'indulgence quand, au coin de 2 rues désertes, il fut appelé à grands cris. « Au voleur! Au voleur! Sale petite crapule, va! Rends-moi mon portefeuille. C'est pas. Et ça, c'est pas mon portefeuille? Qu'est-ce qui se passe? Ah, policeman, ce gosse vient de me voler mon portefeuille. Pas vrai. Comment c'était pas vrai? Tu l'as jeté par terre juste au moment où je te mettais la main dessus. Monsieur, vous n'êtes qu'un menteur. Comment? Qui c'est celui-là? Ah, moi je suis témoin, j'ai tout vu, ça. Minute, procédons par ordre. Monsieur, vous êtes le plaignant? Oui. Bon, alors exposez les faits. Eh bien, je marchais tranquillement sur ce trottoir quand j'ai été bousculé par ce petit voyou qui allait en sens inverse. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tâté tout de suite Mardingote là où je mets mon portefeuille. Naturellement, il avait disparu. Alors j'ai couru après le gosse qui s'est mis à fuir, mais j'ai pas été long à le rattraper. Et à ce moment-là, il a jeté mon portefeuille sur le trottoir en me disant « Je ne l'ai pas ». De quoi dites d'abord, vous, le policeman, là, vous pourriez au moins interroger l'accusé, non? Vas-y, garnement, je t'écoute. Je suis innocent. C'est passé exactement comme a dit mon témoin. Vous pensez bien qu'il ne va pas le démentir? Oh, je connais cette racaille. Allez, tout le monde au poste. Ah non, excusez-moi, j'ai pas le temps, moi. J'ai retrouvé mon portefeuille, c'est l'essentiel. Au revoir, policeman. Quant à ce petit voyou, croyez-moi, sa place est dans une maison de correction. Oui, tout à fait, mon avis. Et je m'en occupe tout de suite. Allez, toi, je t'emmène au poste. Et plus vite que ça. Ne me touchez pas, hein. Tu veux que je te mette les menottes? Foutez-lui la paix. Quoi? J'ai dit foutez-lui la paix ou je vous casse la gueule. Insulte un policeman dans l'exercice de ses fonctions. Allez, toi aussi au poste. Moi, non, dis, tu m'as pas regardé, andouille. Ah, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Oh là, ça se gâte. Allez, môme, on les met. Oui, bah, c'est ce qu'on va voir. Lâche ce môme. Non, mais tu vas le lâcher, dis. Tiens, allez, petit, donne-moi la main. Allez, on calte. Dis donc, t'as vu le croc en jambe que j'y ai fait au cop? Oh, formidable. Tiens, viens. Tiens, ici, derrière cette palissade, on sera peinard. Les travaux sont abandonnés. Ils viendront pas nous déranger. Oui, on sait. Sifflez, mes agneaux. Allez, sifflez, c'est excellent pour les poumons. Nous, dans ce trou-là, vous nous trouverez pas. Eh oui, tiens, écoute, les tas d'andouilles, va. Pourquoi vous les avez empêchés de m'emmener en prison? Oh, bon, mon cher, si entre confrères, on s'aidait pas, hein. Quoi? Toi aussi, tu fais les portefeuilles? Eh oui. Et je fais aussi les montres. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Mince.
Elle est en or? Ouais, massif. Et elle sonne les heures. Écoute. Oh, bah c'est joli. Oh, bah toi alors, t'es encore plus fortiche que moi. Oh, parce que je travaille depuis plus longtemps, quoi. Quel âge tu as? 12 ans. Oh, Et toi? 35. Oh, bah tu fais plus. Ah bah oui, mais non, mais c'est parce qu'il y a 8 jours que je me suis pas rasé, quoi. Oh, t'as des poils gris. Bah tu pourrais être mon père. Bah évidemment. T'as empêché qu'on m'emmène en prison, t'as fait exactement ce qu'aurait fait mon père. Et il s'occupe bien de toi? Je t'en fous, j'en ai jamais eu. Ah. Et ta mère? Elle est morte. Bah, où tu vis? Chez la grenouille. La grenouille, qui c'est ça? Ma vieille tante. Elle tient ce qu'ils appellent à la police un hôtel borgne. Un hôtel borgne? Le tip-top. Tu connais? Ah non, oh non. Tu sais, moi, je viens d'arriver à New York, j'étais à Chicago. Chicago? Ouais. Oh ben mince alors. Paraît que là-bas, pour les gars comme toi et moi, c'est le paradis. Exagérons rien. En tout cas, pour moi, ça commençait à sentir le roussi. Alors moi, j'ai changé de village. T'es un dur. Ah, j'avais un gang. Comme moi. T'as un gang, toi? Ouais. C'est moi qui ai créé le gang des porteurs de journaux. Je commande à des gars qui ont quelquefois 2 ou 3 ans de plus que moi. Ah bon, t'es quelqu'un. Ouais. Et vous autres, vous avez une spécialité? Les portefeuilles et les sacs à main. Et ça marche? En ce moment, c'est la morte saison. Il y a beaucoup de clients en vacances. Tiens, il faudrait faire les plages. Il y a trop de risques. À New York, ça va parce que c'est grand. On n'est pas facile à repérer. Dis, Quoi? tu veux faire partie de mon gang? Oh, bah, je suis pas porteur de journaux. Non, mais comme membre d'honneur. Et tes copains, ils seraient d'accord? Pour un type qui a empêché leur chef d'aller en tôle, ça me ferait mal. Bon, eh ben alors j'accepte. Ok, à partir de dorénavant, t'es mon pote. Maintenant, faut que je t'affranchisse pour 2 choses. Primo, quoi qu'il arrive, notre point de ralliement, c'est devant l'embarcadère du ferryboat à l'Hudson, Dickman Street. Tu te rappelleras? Digman Street, ferryboat de Lutz. Ça, c'est gravé là. Le premier arrivé attend l'autre. Bon. Secondo, notre cri, c'est Pilou! Ouais! Répète. Pilou. Oui. Comme ça? Ça va. Si t'es embêté, tu fais Pilou! Ouais! C'est bien le diable qui est pas un porteur de journaux dans le coin. Les gars radinent et ils te tirent d'affaire. Ah, dis donc. Alors ça, c'est de l'organisation. Comment que tu t'appelles? Théodore. Mince alors, comme le président Roosevelt. Eh oui. Mais les copains, ils m'appellent Théo. Ou bien Brumel. Pourquoi Brumel? Eh ben parce que c'était un anglais tout ce qu'il y a d'élégant. Alors là, tes copains, hein, ils se foutent de toi. Oh. Moi, je t'appellerai Théo. Ouais, si tu veux. Et toi, comment tu t'appelles? Jackie. Dis donc, à propos, chez ta tante, il y aurait pas une piole pour moi? Tu sauras qu'au tip-top, il n'y a jamais rien de libre. Pourquoi les gens s'en vont pas? Si, mais il en vient d'autres qui ont des références. Ah. Au tip-top, c'est un monde très fermé. Ah bon. Mais si je comprends bien, la grenouille, c'est comme qui dirait l'ange gardien des durs de dur. C'est ça. Eh ben alors toi, le neveu, tu les connais tous? Qui ça? Ben, les durs de dur, quoi. Plutôt, hein. Et dis donc, la police, là, elle vient pas de temps en temps? 1 ou 2 fois, ils ont essayé de mettre les pieds dans le quartier. Ah. Ils ont laissé des morts. Depuis, plus revu. Oh, dis donc, c'est pour ça que ça m'arrangerait un peu de trouver une piole de ce côté-là, moi. T'as un peu d'argent? Oui. Alors, je t'emmène chez Katie. Ah bon, qui c'est ça, Kitty? Ma femme. Ta femme? Enfin, ma fiancée, quoi. Quel âge elle a? 15 ans. Ah bon, elle est plus vieille que toi. C'est ce qu'elle dit. Pour le moment, elle rigole parce qu'elle me prend pas au sérieux. Mais quand elle aura compris qui je suis, alors là, elle me respectera. Tu verras, elle est drôlement chouette. Et tu crois qu'elle aurait une piole pour moi? Elle pourrait mettre un matelas à côté du grand-père. Ah, il y a un grand-père. Oui, un aveugle. Ils habitent au sous-sol, juste en face du tip-top. Oh ben, je verrai avec eux s'ils peuvent te prendre. Théo, le voleur de montres, et Jackie, le voleur de portefeuille, attendirent la nuit pour sortir de leur cachette. Puis ils gagnèrent Cherry Street, qui se trouvait dans le quartier le plus mal famé de New York. Là, au fond de maisons lépreuses empuanties d'odeurs lourdes, se côtoyaient la misère et le crime. Jackie fit descendre son nouvel ami dans un sous-sol éclairé d'une chandelle.
Jackie. Je te présente mon ami Théo. Monsieur? Ah, dis, t'avais raison, Jackie. Pour? Hein, pour Katie? Elle est très jolie. Fais-lui sonner ta montre. Ah oui. Écoute, Katie, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est une toquante en or massif. Faites voir. Tiens. Oh, ce qu'elle est belle. Pas tout ça, là. Je voudrais parler au grand-père. Il est couché. Entre dans la chambre. Grand-père, c'est Jackie. Salut, grand-père. Bonsoir, petit. Je vous amène un ami. Théodore. Théodore. Ah oui? Touchez-lui la main. Grand-père, Théo, c'est mon pote. Grand-père, il faut prendre Théo comme pensionnaire. Comme pensionnaire? Bah oui, vous avez un matelas qui fait rien. Mais ici, par terre, et Théo couche dessus. Il a de l'argent, il vous paiera quelque chose. Oh, je ne veux pas d'argent. Si ça rend service à ton ami qu'il couche là, j'espère que je ne l'empêcherai pas de dormir. Quelquefois, la nuit, je tousse. Oh, j'ai le sommeil lourd, vous inquiétez pas, grand-père. En tout cas, je veux vous payer quelque chose, sinon je reste pas. Bon, on en reparlera. C'est pesé, c'est vendu. Ah, Théo, tu dors à côté du grand-père. Jackie, aide-moi à mettre le matelas. Oui, attends. Là. Le président va dormir là-dessus comme s'il était à la Maison Blanche. Allez, bonsoir tous. Je reviendrai vous voir demain matin. Attendez. Bonsoir, mon gars. Bonsoir, Katie. Ah bah, tu m'embrasses pas? Non. Bah, je t'amène un pensionnaire, hein, je veux ma commission. Ah. Tiens. Et maintenant, sauve-toi. Bonsoir tout le monde. Et toi, Kitty? Où tu couches? Dans la pièce à côté. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Oh, j'aurais besoin de rien. Allez, bonne nuit. Et faites de beaux rêves. Vous aussi. Dites donc, grand-père. Elle est rudement mignonne, votre petite fille. Elle n'est pas à sa place. Une rose sur du fumier, pauvre enfant. Ah, si elle avait encore son père. Il est mort? Mon fils, Joseph Allan, monsieur, est mort assassiné. Assassiné? Par qui? Par des gens qu'on appelle des juges. Ah. Par la justice, oui, monsieur. Il a été pendu pour un crime et un vol qu'il n'a pas commis. C'est une honte. Et vous connaissez le coupable? Je suis sûr que c'est un Espagnol qui, depuis, avec l'argent volé, a fait fortune. Ouais. Mais allez donc chercher une preuve là où la police n'a pas été capable d'en trouver. Ma belle-fille en est morte de chagrin. Et on est restés tous les deux tout seuls, la petite et moi. Ça fait 4 ans que je ne peux plus travailler à cause de mes yeux. Katie se débrouille comme elle peut, et c'est elle qui nous fait vivre. Elle tient la maison comme une vraie petite femme. Je vous jure qu'elle mériterait d'être heureuse, cette pauvre enfant. Bah, faut espérer. Pourquoi qu'un jour elle serait pas heureuse, hein? Alors, dormez, grand-père. Et vous aussi, faites de beaux rêves. J'en fais quelquefois. Dans ces cas-là, vaudrait mieux ne pas se réveiller. Le lendemain matin, Jackie vint voir comment son ami Théo avait passé la nuit, et tous les deux allèrent jusqu'à l'Hudson. Là, ils ôtèrent leurs godillots, et, assis sur le quai, ils laissèrent pendre leurs jambes dans l'eau fraîche. Oh, ça fait du bien. Avec un temps pareil, on dirait que c'est la fête au bon Dieu. Quelle heure t'as? Madame, 9 heures. Dis, cette toquante-là, comment que tu l'as eue? Bon, en la fauchant où elle était, quoi. Raconte. Oh, c'est toute une histoire. Même que ce jour-là, j'ai appris de ces choses. Oh, ça t'intéresse pas. Tu sauras que dans la vie, tout m'intéresse. Maintenant, tu veux peut-être pas me dire où tu l'as fauché, parce que c'est ton droit. Oh, penses-tu? Ah bah voilà, tiens. Je l'ai fauché chez un Espagnol nommé Nestorio Cristobal. Tu vois, il y a ses initiales gravées sur le boîtier. Et j'avais appris qu'il venait de mourir dans sa propriété à la campagne et qu'il n'y avait personne dans son hôtel particulier près de Central Park. Alors la nuit, je saute le mur, je force une porte et j'entre dans un bureau. Mais alors là, un bureau, tout ce qu'il y a de luxueux. J'ouvre un tiroir, je trouve la montre, je la fauche. Et puis voilà que tout à coup, j'entends du bruit. Oh, c'était des gens de la maison qui rappliquaient? Non, des cambrioleurs. Mince alors, bah tu t'es planqué? Ah, tu parles, dans un coin, derrière un grand fauteuil, et j'ai attendu les événements. Et les gars,
Ils t'ont tout fauché sous le nez? Non, ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont ouvert le coffre-fort. Et celui qui opérait racontait tout à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il racontait? Eh ben, il paraît que ce Nestorio Cristobal était mort en s'accusant d'un crime pour lequel un autre, un certain Joseph Alan, avait été pendu. Joseph Alan? Oui, tu connais. Oh, bah ça, c'est extraordinaire. Je te dirai après. Continue. Alors, ce Cristobal, pris de remords, il avait fait au moment de mourir un testament pour léguer sa fortune à la fille de celui qui était mort à sa place, une nommée Catherine. Catherine Alan? Hein? Ah bah oui, forcément, puisque le père s'appelait Alan, elle doit s'appeler Catherine Alan. Mais Catherine Alan, mais tu sais pas qui c'est? Moi, non. Mais c'est Katie. Kitty, comment la petite où j'ai passé la nuit? Oh oui, Katie, ça veut dire Catherine. Elle s'appelle Catherine Alan. Et son père a été pendu pour un crime qui a été commis, d'après le grand-père, par un Espagnol. Non, bah ça, non, mais ça alors, c'est pas... Ça alors, c'est pas... Mais les salauds volaient l'argent qui était dans le coffre-fort. Non, ils volaient le testament qui faisait héritière Katie Alan. Pourquoi? Eh ben, l'Espagnol avait d'abord fait un testament par lequel il laissait toute sa fortune à son neveu. Et puis le neveu avait appris qu'à son lit de mort, l'oncle léguait sa fortune à la petite. Puis un rond pour le neveu, alors tu parles s'il l'avait sec. Alors il a payé des gars pour faucher le testament et le détruire. Oh les vaches! Eh oui. Je les ai vus sortir du coffre-fort la cassette en acier qui contenait les dernières volontés. Et ils ont foutu le camp avec. Bah pourquoi qu'ils ont pas déchiré le testament tout de suite? Oh, good. Tu t'imagines pas qu'il n'aurait eu qu'à dire au neveu, ça y est, on l'a déchiré pour qu'il touche la prime. Non, le neveu, il paiera quand il l'aura sous les yeux et dans les mains. En effet, oui, c'est plus prudent. Et puis j'ai appris autre chose. Les voleurs, ils connaissent pas qui c'est le neveu. Ils travaillent en chaîne. En chaîne? Ouais. Ceux qui ont volé livrent la cassette à celui qui leur commande le vol. Le chef repasse la cassette à un intermédiaire qui la repasse à son tour à une troisième personne qui, elle, la remet au neveu. Comme ça, tu comprends, il n'y en a qu'une seule et unique personne à savoir où va le produit du vol. Oh bah c'est pas bête alors. Oh, ça c'est la technique pour les histoires d'espionnage, le vol de documents et autres babioles, quoi. Non, pour moi, le neveu, ça doit être quelqu'un de haut placé. Peut-être un grand personnage politique qui a peur des indiscrétions, comme ça, alors... On va savoir qui c'est. Mais alors ma Katie, elle va pas pouvoir hériter? À moins qu'on retrouve la cassette. Ben moi je la retrouverai. Oui, bah si tu crois que c'est facile. Pour commencer, il faudra au moins une indication. Oh, j'en ai une. Laquelle? Ça, je sais pas si elle peut servir à quelque chose. Ah, dis toujours. Ah bah. Voilà, pour ouvrir le coffre, le gars, il a enlevé son veston et il a relevé ses manches de chemise. Et j'ai vu que sur l'avant-bras droit, il y avait tatoué une balance. Tu dis bien une balance? Sur l'avant-bras droit? Ouais. Mais alors, mais c'est Eddie Chapman. Eddie Chapman, qui c'est ça? L'ouvreur de coffre-fort qui habite au tip-top. Mais alors ce salaud-là, hein, s'il se met à faucher l'argent de Katie, moi il va entendre parler de moi. Là, sois prudent, il faut réfléchir, tu sais, ça... Le testament, il doit laisser beaucoup d'argent à Katie? Alors, je sais pas combien, mais sûrement pas mal. Alors, c'est tout réfléchi. Si c'est Chapman qui a la cassette, il faut que je la lui fauche. C'est une bonne idée, mais ça doit pas être facile, tu sais. D'abord, ça m'étonnerait qu'il l'ait amenée dans sa chambre au tip-top. Ah, il a dû la planquer ailleurs, le temps de voir venir. Possible. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est de visiter sa chambre, en douce. Et si je trouve la cassette, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, tu la tiens bien serrée contre toi. Tu me la portes tout de suite, et on va ensemble chez le notaire. Ok. En attendant, il faut rien dire à Katie et au grand-père, tant qu'on n'a pas le testament. Oh, bah ça, t'as raison, tu parles. Ah, dis donc, maintenant, si tu trouves pas la boîte dans la chambre à Chapman, tâche un peu d'écouter s'il parle à d'autres et prends-le en filature. Tu sais, tôt ou tard, il ira à l'endroit où il l'a planqué. Je m'en occupe tout de suite. J'y vais. Oh non, mais dis donc, Théo. Oh, tu parles d'une histoire. Oh non, mais alors, mais quelle histoire. Jackie remit ses godillots et fila vers le tip-top, tandis que les mains dans les poches, Théo se dirigeait vers le centre de New York. Pourquoi passa-t-il dans la 52e rue, où il y avait un poste de police? Allez donc savoir. Toujours est-il qu'un planton se tenait sur le trottoir, et que ce planton était Collins, le policeman que Théo avait flanqué par terre la veille d'un croc en jambe. Et ce qui devait arriver, arriva. Ah, je te reconnais, mon gaillard. Rentre ici, plus vite que ça. Les menottes. Et hop, voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es surpris, hein? Ah, oui. Tout comme moi hier. Allez, Oust, au poste.
Sinon, je te fais rentrer à grands coups de pied dans les fesses. Ah bon, ça va, oula. Chef, le type que je vous ai raconté hier, vous savez, celui qui est avec le gosse, le v'là. C'est lui? Oui, il est venu comme un idiot se jeter dans la gueule du loup. Quand on veut jouer les durs, mon bonhomme, il y a des rues qu'il faut éviter. Hier, c'est bien toi qui as fait un croc en jambe au policeman Collins pour le flanquer par terre? Ouais. Parfait. Ça va te coûter cher, mon garçon. Collins, amenez-le dans mon bureau. Bien, chef. Allez, entre, et file doux. Tu veux pas que je te flanque une tripotée, salopard, voyou, bandit. Bon. Maintenant que ce gentleman connaît vos sentiments, Collins, nous allons rédiger votre rapport. Fouillez-le. Mais, naturellement, pas un papier sur lui. Ah, par contre, cette montre en or qu'il vient de voler. Ah, c'est pas vrai. Tu vas peut-être me soutenir qu'elle est à toi, non? Ah bah bien sûr qu'elle est à moi. Elle porte même mes initiales, alors. N.C. Ouais. Monsieur s'appelle? Nick Carter. Quoi? Eh oui, monsieur, je suis Nick Carter, excusez ce déguisement, et vous, monsieur Collins, je vous demande pardon pour le croc en jambe, je ne pouvais pas faire autrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Nick Carter, je l'ai vu une fois, il est blond, il est tout rasé, il n'a rien de vous, mais alors là, rien. Alors disons plutôt qu'en ce moment, je n'ai rien de lui. Pour une enquête en cours, j'avais laissé pousser ma barbe et je l'avais teinte en noir, comme mes cheveux. Cela m'a été précieux pour l'affaire dont je m'occupe depuis hier matin. D'autre part, cher monsieur Collins, il est exact que d'ordinaire, je ne m'habille pas comme un clochard. Tout cela est très bien. Je me rends compte que vous êtes déguisé. Mais ça ne prouve pas que vous êtes Nick Carter. Ah, pourquoi n'avez-vous pas de papier sur vous? La tâche que j'ai entreprise est dangereuse. Et dans le quartier où j'ai couché cette nuit, il était préférable qu'on ne sache pas qui j'étais. En tout cas, j'ai un bon ami qui pourra se porter garant de mon identité. Ah? Qui? Le chef de la police de l'État de New York. Monsieur McCluskey? Lui-même, oui. Vous pouvez toujours le dire. Vous savez, nous voyons tous les jours des escrocs qui ont un de ces culots. Bon, bah alors laissez-moi lui téléphoner. Et si vous n'êtes pas Nick Carter, de quoi j'aurais l'air, moi? Écoutez, les initiales sur cette montre devraient vous inciter à croire que je dis la vérité. Soit. J'appelle le grand patron. Mais si vous n'êtes pas Nick Carter, je ne donne pas cher de votre peau. Allô? Allô, ici Smith, commissaire du poste 112. Je voudrais parler à M. McCluskey. Mais écoutez, passez-moi l'appareil et prenez l'écouteur. Allô? Allô, Mac? C'est Nick. Comment ça va, mon vieux, bien? Ah non, mon vieux, plutôt mal. Je suis prisonnier au poste 112 avec les menottes au poignet. Oh, oui. Pas possible. Si. N'ayant aucun papier sur moi, le commissaire refuse d'admettre que je suis Nick Carter. Alors, j'ai besoin de vous pour me dédouaner. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'emmène à votre bureau ou bien alors... Non, attendez, je vais sortir justement, j'arrive tout de suite. Bon, parfait. C'est ça. On vous attend, hein? À tout de suite. Monsieur McCluskey va se déranger? Ah oui. Il avait son chapeau sur la tête pour aller en ville. Comme il est à 2 pas, il va venir ici rendre la liberté à monsieur. Bon, maintenant, vous pourriez peut-être m'enlever ces menottes. Excusez-moi, mais j'aimerais autant que monsieur McCluskey m'y autorise lui-même. Commissaire, une telle prudence mérite de l'avancement. J'en parlerai à Mac. Chef, monsieur McCluskey est là. Qu'il entre. Bonjour, Smith. On est comme mon pauvre vieux. Eh oui, vous voyez dans quelle situation m'ont mis vos dévoués collaborateurs. Non, aucun doute, Smith, ce clochard n'est autre que Nick Carter, le plus grand détective des États-Unis. Allez, ôtez-lui ses menottes et faisons-lui nos excuses. Ah non, je ne les accepterai pas. Ces messieurs ont fait leur devoir. Ils ne méritent que des compliments. Monsieur Carter. Bon, et maintenant, Nick, où en êtes-vous? J'aimerais vous parler seul à seul. J'allais vous le demander. Messieurs, si vous voulez bien nous laisser... Mais certainement. Je vous en prie. Merci. Voilà exactement où j'en suis, Mac. Hier matin, j'ai examiné le coffre-fort de l'Arsenal. Je suis formel. Il n'y a que 3 hommes capables d'ouvrir ce coffre. Walter Poole, qui purge une peine de 10 ans à la prison de Sing Sing. Oui. Gustav Heiss, qui est à l'hôpital de Miami où l'on vient de lui couper une jambe. Et Teddy Chapman, qui, lui, est en liberté et parfaitement disponible. Je parie à 1000 contre 1 que c'est lui, Chapman,
qui a fait le coup. Or, ce personnage est mêlé à une autre affaire dont je m'occupe. Je l'ai pris maintes fois en filature et je sais qu'il habite dans un hôtel borgne de Cherry Street, le Tip Top. Oui, c'est un quartier où vos policiers ne mettent jamais les pieds. Et entrer dans une forteresse de ce genre équivaut à un suicide. Il faut donc agir par la ruse. Et j'ai trouvé un moyen. J'ai repéré depuis longtemps le neveu de la propriétaire du Tip Top. Un gosse de 12 ans qui vole les portefeuilles. Et j'ai eu l'idée de m'en faire un allié. Jolie relation. Je l'ai suivi. Et les circonstances ont fait qu'emmené par un policeman, j'ai pu l'aider à se sauver. Ah, de mieux en mieux. Non, mais à la suite de ça, on est devenus copains. Et je lui ai raconté une histoire inventée de toutes pièces, dont je vous fais grâce d'ailleurs, et à laquelle il croit dur comme fer. Il est maintenant persuadé que la cassette qui contient le gaz explosif, et qui est, j'en suis sûr, entre les mains de Chapman, renferme en réalité un testament. Un testament? Oui. Oui, un testament qui apportera la fortune à l'élu de son cœur. Une petite marchande de lacets. Il n'a plus qu'une idée, reprendre la cassette à Chapman. Il va visiter sa chambre et épier ses conversations, ce que je ne pourrais pas faire moi-même. Et s'il le faut, il le prendra en filature. Oui, mais si l'on retrouve le G704, le gosse découvrira que cette histoire de testament a été entièrement inventée. Ah, mais mon cher, j'espère bien gagner la prime de 200 000 $ et en disposer au mieux des intérêts de mon complice et de sa petite amie. Eh bien, dans ce cas, Nick, faites comme vous l'entendez. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Nick Carter sortit du poste de police, respectueusement salué par les policemen, et il reprit son rôle de clochard. À tout hasard, il alla au ferryboat de Dickman Street. Et là, un petit porteur de journaux le guettait pour lui dire que Jackie l'attendait près d'un bar dont il lui donna l'adresse. Nick y courut. Te voilà. Chapman est dans le bar, là-bas, en train de boulotter. J'ai fouillé sa chambre au Tip Top, la cassette n'y était pas. Alors, quand il est sorti, je l'ai pris en filature. Il est allé jusqu'à un terrain vague. Je l'ai vu prendre de dessous un tas de pierres la boîte enveloppée d'un journal. Oh, attention, regarde, le voilà qui ressort, il a la boîte sous le bras. Suivons-le. Suivi à distance, Chapman marcha un bon quart d'heure. Puis, derrière le cimetière de la Trinité, il entra dans une maison isolée, entourée d'un jardin, devant laquelle attendait un tilbury attelé. Il va certainement mettre la cassette à un autre maillon de la chaîne. Faudra entrer dans la maison et voir où il la planque. Ouais. Et s'il prononce certains noms, j'aimerais bien savoir lesquels, moi. Ouais, je vais sauter le mur. Et tu te feras repérer? Ah non, non. Regarde. Les eaux du jardin passent sous le mur par ce gros tuyau, là. Et elles vont se déverser dans le fossé. Moi, je suis pas gros, je vais m'enfiler dans le tuyau et dans 2 minutes, je suis dans le jardin. Ah oui, mais après, qu'est-ce que tu feras? J'essaierai d'entrer dans la maison et là, j'ouvrirai mes chasses et mes esgourdes. Bon, d'accord. Allez, vas-y. Dis, si t'arrivait quelque chose, pile-au-huit, hein? Par cette chaleur, toutes les fenêtres sont ouvertes, je t'entendrai. Ok. Jack se glissa sans trop de mal dans le tuyau qui passait sous le mur pour relier le fossé extérieur et le jardin. Quelques minutes plus tard, il poussait doucement la porte de la maison et il entendait des voix au premier étage. Il monta l'escalier sur la pointe des pieds et entra dans la pièce voisine de celle où Chapman parlait avec Gorby, le maître de séance. Voilà l'article. Parfait. J'ai attelé et ma voiture est à la porte. J'ai plus qu'à filer pour la remettre en main propre à celui qui m'attend. Très bien. Monsieur Gorby, vous me devez 100 000 $. Ouais, vous les aurez, sitôt que le contenu de cette cassette aurait été vérifié par qui de droit. Ouais, c'est dans nos conventions. Bien. Pour aujourd'hui, je réclame rien. Dites donc, la personne qui ouvrira cette petite boîte-là, qu'est-ce qu'elle va palper comme $? Ah, plutôt. Chut! Vous avez entendu? Non. Quoi? Là, on est remué dans la pièce à côté. C'est pas possible, je suis tout seul ici. Vous avez un chat? Non. Pourtant, je vous jure que j'ai entendu quelque chose. Allons voir. Il n'y a rien, vous vous êtes trompé. Ah non? Eh ben, tenez, je savais bien. Allez, sors de là, toi, hein? Un enfant. Mais c'est le môme Jackie du Tip Top. Ben oui, mais je le reconnais. Bah dis donc, qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, j'ai été kidnappée dans une grande automobile jaune. On m'a mis du chloroforme sous le nez et je me rappelle plus de rien. Je me réveille seulement maintenant. Bah où qu'on est ici? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Gorby, vous êtes au courant? Non.
Oh, je comprends pas du tout comment cet enfant se trouve chez moi. Quand est-ce que vous êtes absenté de cette maison? Et voilà 2 jours que je ne bouge pas d'ici à vous attendre. Ah, ça y est, j'ai compris. Eh ben, toi, mon lapin, t'es qu'un sale espion. Et t'es entré ici, Dieu sait comment, pour voir et pour écouter, hein? Eh ben, tant pis pour toi. Tu t'es condamné toi-même à mort, t'entends? Tu sortiras pas de cette maison vivant. Une balle dans la peau, puis dans une caisse, et puis au fond de la flotte. Voilà ce que je fais, moi, des sales petits mouchards. Tu me laisses même pas t'expliquer ce qui est arrivé avant que je sois kidnappé. C'est capital pour ta situation. Ma situation? Voilà, c'était ce matin, je venais de rassembler tout mon gang. Tu sais comment je les rassemble, je crie comme ça. Pelou! Ouais! Et puis, alors, ça n'a pas traîné, tous les copains, ils sont venus, et puis ils me répondaient comme ça. Pelou! Ouais! Alors voilà, je vois 2 flics qui s'amènent, alors là, plus personne, mes gars calent comme des zèbres, et je reste tout seul. J'attends les flics de pied ferme, et les regarde face, comme ça, les yeux dans les yeux, pour qu'ils comprennent bien que je les ai reconnus. Et tu sais qui c'était? Non. Des faux policemen. C'était déguisé en flic. Je te le donne en 1000. Et qui ça? La punaise et tortillard. La punaise et tortillard en flic? Ils me disent, t'es un ami à Chapman? Alors moi je réponds, oh bien sûr, Chapman, c'est mon pote. Alors ils avancent droit sur moi et ils me braquent un revolver sous le nez et ils me crient. Oh les marres. Ouais, qu'est-ce que c'est? Laissez ce monde tranquille et passez-moi la cassette. Non, mais sans blague. Tiens, salaud. À toi. Alerté par les pilouis de Jackie, Nick avait sauté le mur et volé au secours du gosse. Une bagarre terrible s'ensuivit entre Chapman et Nick, pendant laquelle Gorby s'enfuit avec la cassette. À grand-peine, Nick réussit à avoir le dessus, et il laissa pour mort l'ouvreur de coffre-fort qu'il ficela comme un saucisson. Ah bah, avec ça, tu ne bougeras plus. Allô, donnez-moi le bureau central de la police. Allô, ici Nick Carter, passez-moi monsieur McCluskey, s'il vous plaît. Allô, c'est vous, Mac? Oui, c'est moi. C'est Nick à l'appareil. Dis donc, je viens d'arrêter le voleur de coffre-fort. Ah, et facilement? Non, ça pas très facile, mais enfin, ça y est. Vous pouvez m'envoyer tout de suite des hommes aux 2 impasse Betterley. Oui. Vous savez où c'est derrière le cimetière de la Trinité. Hein? Oui. Bon, je les attends. Dites-moi, et la cassette, vous l'avez trouvée? Non, la cassette pas encore, mais mon jeune associé, vous savez, celui dont je vous ai parlé, ne la perd sûrement pas de vue. À bientôt. Qu'était devenu Jackie? Eh bien, il avait suivi Gorby, et quand le tilbury avait démarré, il s'était glissé dans le coffre arrière. Ils roulèrent ainsi pendant une demi-heure, puis ils s'arrêtèrent devant une villa. Gorby descendit pour aller ouvrir la grande porte. D'un bond, Jackie sauta hors de sa cachette, et il bondit sur la boîte que le cocher avait laissée sur le siège arrière. Quand l'homme s'en aperçut, le gosse avait déjà une avance de 100 mètres. Il enleva son cheval d'un coup de fouet, mais Jackie demeura introuvable. Alors Gorby lança un SOS à son chef, qui alerta tout le réseau d'espions. Ah, Jackie, te voilà. Ah, victoire! Victoire, Théo! J'ai la boîte! Ah, c'est formidable. Veux-tu me donner cette boîte tout de suite? Non! Jackie, je te défends de la lancer en l'air, c'est pas un ballon. Oh, bah si on peut plus montrer qu'on est content. Si, mais pas avec ça. Bon. Oh, tu te rends compte? Oh, je l'ai cueilli comme une fleur sur le siège du cocher, qui m'a cavalé après, mais je me suis planqué dans un tonneau. Il est passé à côté, sans me voir. Ah bah, moi, j'ai estourbi le Chapman et je suis venu au lieu de ralliement. Ah, je pensais bien te retrouver ici. Alors, on va chez le notaire? Bon, tu parles qu'on y va et tout de suite encore. Oh, ma Katie, oh, elle va être riche. Oh, sûrement. Tiens, pour la peine, on va se payer un fiacre. Cocher, Madison Avenue. Vous avez de l'argent? Tiens, regarde, ça te suffit, oui. Allez, montez. Oh là là, ce qui fait chaud là-dedans. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tiens, je vais baisser les glaces un peu. Oh, respire. Ah, c'est marrant de dire que sans toi, cette petite boîte-là, je la tiendrais pas comme ça sur mes genoux. C'est que moi, hein, je ne perds pas le nord. Eh oui. Théo, Quoi? ce japonais-là, la regarde. Oh, bon Dieu. Il va te tirer dessus. Baisse-toi, Jackie. Non, ne me tuez pas. Ah!
passé? Le Japonais a tiré sur moi, mais le petit s'est mis devant pour me protéger. Il a reçu une balle dans l'épaule. Enfin, heureusement, il n'est qu'évanoui. Quant au Japonais, je ne l'ai pas raté. Ah oui, il est mort. Tenez, voilà la police. Poussez-vous. Ah, c'est vous, monsieur Collins. Encore vous, monsieur Carter? Oui. Eh bien, vous voyez, ce coup-là, je vous reconnais bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, je vous raconterai. Pour le moment, je garde le fiacre et j'emmène ce gosse chez moi. Quant au Japonais, faites-le porter à la morgue. Je téléphone à McCluskey. Entendu, monsieur Carter. Nick Carter fit coucher Jackie dans sa plus belle chambre d'amis, et le médecin appelé d'urgence n'eut aucune difficulté à extraire la balle de son épaule. Pendant 2 jours, l'enfant sous-alimenté délira, mais on n'était pas inquiet sur son sort. Nick remit la cassette d'acier qui contenait le G704, et il toucha la prime de $200,000 pour avoir arraché aux espions japonais l'arme secrète américaine. Le matin du 3e jour, Jackie retrouva enfin ses esprits. Oh, Théo, oh, t'es là? Ouais. Oh, c'est chouette ici. Pas où qu'on est? Dans une maison où on soigne les mômes formidables, comme toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rappelles pas? Non. Le Japonais. Ah oui, il a tiré avec un revolver. Ouais. Et pour pas qu'il me tue, tu t'es mis devant moi, tu te rappelles? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'avant, t'avais empêché que les autres ils me tuent. Je suis régulier. Sacré môme. Tu vois, je me rase. Ça fait 10 jours que ça m'était pas arrivé. C'est marrant. Du poil, oh, bah t'en as plus que sur la moitié de la figure. Moi, tu vas voir quand j'en aurai plus du tout. Oh, parce que ça te rajeunit. Et voilà, monsieur est rasé. Oh bah alors là, je te reconnais plus du tout. Mais pourquoi t'appuies sur ce bouton? Pour appeler mon valet de chambre. Ton valet de chambre, non mais t'as la folie des grandeurs. Monsieur a sonné. Oui, ma robe de chambre et mes mules. Les voici, monsieur. Merci, Joseph. Maintenant, tu permets, je passe derrière le paravent. Mais pourquoi tu fais tout ça? Je comprends rien à rien. Tu vas mettre cette belle robe de chambre en soie? Ouais. Elle est pas à toi. Mais si. Tu l'as volée? Non. Et voilà. Comment me trouves-tu? Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu parlais pas comme ça avant. Dis-moi, Jackie, est-ce que tu as entendu parler de Nick Carter? Nick Carter? Le détective? Oui. Ce fumier? Oui, le fumier, c'est moi. Quoi? Toi, Théo, c'était Nick Carter? Bah oui. Toi, un flic? Toi, Théo, un flic? Oh, quel dommage. Là. Ah, regarde-moi, honnêtement, est-ce que j'ai l'air d'un mauvais flic? Non, mais quand même, j'aurais jamais cru ça de toi. Oui. Mademoiselle Kitty est ici. Ah, monsieur. faites entrer. Bien, monsieur. Jackie! Oh, Jackie, est-ce que je me suis fait du mauvais sang pour toi? T'es guérie? Oui. Tu m'embrasses pas? Oh, si! Tu sais qui c'est, ce type-là? Non. C'est Théo. Théo? Tu rigoles? Oui, c'est aussi Nick Carter. Nick Carter? C'est pas vrai. Puisque je te le dis. Alors ça? Dans notre quartier, monsieur, on dit que vous êtes vache. Ah. Oh, mais maintenant que je vous vois, je suis sûre que non. Merci, Kitty. Écoutez-moi, mes enfants. J'ai 2 nouvelles sensationnelles à vous apprendre. Kitty, tu pourras dire à ton grand-père que celui qui a laissé exécuter ton papa est mort en avouant son crime. Mon Dieu. Et pour se faire pardonner, il t'a légué à toi, personnellement, la somme que voici. $150 000. 150 000 $? Mais c'est pas possible. Mais si, c'est parfaitement possible. La preuve, les billets sont là. Ah, je tiens toutefois à préciser que si tu es en possession de cet argent que d'autres voulaient te voler, c'est grâce à Jackie. Il y a même risqué sa vie. Jackie. Oh, Jackie. Il n'y a pas de quoi pleurer, tu sais. Oh, les femmes, ça pleure pour rien. Ah. Jackie, on partage. Ah oui, mais pas par moitié, car il y a le grand-père.
J'estime que Jackie a droit à 50 000 $. Mais ces 50 000 $, je les mets de côté jusqu'à ce qu'il soit devenu un honnête garçon. Dis-moi, Jackie, tu te plairais ici? Oh, ben tu parles. L'autre jour, tu m'as dit que je pourrais être ton père. Ça t'ennuierait beaucoup si je devenais un peu ton père? Oui, tu vas plus vouloir que je vole des portefeuilles. Ah non, non. Mais qu'est-ce que ça peut te faire maintenant que tu es riche? Bah, c'était rigolo. On peut s'amuser autrement, va. Je veux que tu ailles à l'école pour que tu deviennes un type formidable. Et puis que tu aies un métier, un bon métier que tu aimerais bien. Dis-moi, Jackie, quel métier aimerais-tu faire? Bah, si je peux plus voler de portefeuille. Détective. Dans la série des exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre l'affaire du G704. Texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son, René Cambien. Bruitage, Géo Valery. Assistante, Odette Brigane. Réalisation, Gilbert Cazeneuve. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. McCluskey, Robert Le Béal. Le colonel, Jean Marconi. White, Philippe Prince. Tracy, Raoul Curin. Smith, Jacques Mancier. Collins, Jacques Bretonnière. John, Alain Durtal. Chapman, Georges Aubert. Gorby, Louis Raymond. Ketty, Jacqueline Niguet. Avec Philippe Brigaud et Pierre Fervat. Jack Carter, neveu de Nick Carter, le récitant, Pierre Pernet. Et dans le rôle de Jackie, Joël Flateau.